Alors, Jean, 35 ans, est garde forestier en Alsace. Il présente depuis une dizaine de jours des douleurs de plus en plus intenses à type de rachialgie, qui s'étendent parfois au niveau des membres. Ces douleurs sont particulièrement intenses la nuit. Elles s'accompagnent de fourmillements des 4 membres permanents. Il a noté des difficultés masticatoires depuis 3 jours. Il a une température à 38, pas de déficit moteur au niveau des membres, mais une aréflexie ostéotendineuse. Il a un visage atone et inexpressif avec une fermeture des yeux incomplète et bascule des 2 globes oculaires vers le haut. Il existe une dysarthrie importante. Il y a 76 éléments sur la PL, à prédominance de lymphocytes et une hyperprotéinorachie. Caractériser l'atteinte faciale. Je sais plus où j'en suis, oui. Donc j'ai dit que c'était une diplégie faciale parce qu'il y avait une paralysie faciale périphérique bilatérale. Alors c'est une diplégie faciale, tout à fait d'accord, c'est le diagnostic. Est-ce que chez cette patiente, la voisine, tu vas répondre, est-ce qu'on peut affirmer le caractère central ou périphérique de l'atteinte? Parce que ta voisine m'a dit il y a une double paralysie périphérique. Est-ce qu'on peut dire si c'est périphérique ou central chez cette dame? Alors moi j'ai mis que oui, on pouvait dire, puisque j'ai dit que c'était périphérique avec l'atteinte de la partie supérieure du visage. Alors maintenant tu vas me dire pourquoi dans l'atteinte centrale il n'y a pas d'atteinte Parce qu'on a des afférences qui viennent des 2 côtés, des 2 hémisphères. Donc si tu as une diplégie faciale centrale, imaginons qu'on ait une diplégie faciale d'origine centrale avec atteinte bilatérale des cortex, des 2 cortex moteurs, dans ce cas on aurait exactement la même chose. D'accord? Donc on ne peut pas affirmer sur l'examen clinique facial qu'il s'agisse d'une paralysie faciale centrale ou périphérique. Parce que le cortex moteur, lui, envoie des projections sur les noyaux faciaux qui contrôlent... donc chaque cortex envoie des projections sur les noyaux qui contrôlent le facial supérieur des 2 côtés. Mais par contre, le seul élément, quels sont les éléments qui peuvent quand même... L'examen facial, lui, ne t'oriente pas, mais quels éléments peuvent quand même t'aider? J'avais mis le signe de Charles-Bell. Non, le signe de Charles-Bell, ça traduit l'atteinte faciale supérieure, tout bêtement. Signe de Charles-Bell, c'est ça. Donc, si tu as une atteinte faciale centrale bilatérale, tu auras un Charles-Bell bilatéral. Mais dans ce cas précis, il y a 2 choses qui peuvent t'orienter. C'est déjà le fait que le patient, de façon globale, a une atteinte neurogène périphérique probable, avec une abolition des réflexes ostéotendineux. Et deuxièmement, que pour expliquer une paralysie faciale centrale bilatérale, il faudrait 2 lésions, alors qu'un seul phénomène pathogène, par exemple névritique, peut expliquer une double paralysie faciale. D'accord? C'est-à-dire que pour avoir une double paralysie faciale centrale, il faudrait vraiment avoir 2 lésions de chaque côté. D'accord? Alors que là, soit on a une lésion au niveau du tronc cérébral qui est assez étendue pour donner une atteinte des 2 noyaux du 7, soit on a un phénomène diffus d'atteinte du système nerveux périphérique comme une atteinte névritique. Et dans ce cas, ça explique quand même qu'on puisse avoir une double paralysie faciale périphérique. Donc moi, ma conclusion, c'est que l'examen facial n'oriente pas, mais au moins l'abolition générale des réflexes peut nous orienter vers une atteinte du système nerveux périphérique diffuse. Voilà. Est-ce que c'est clair pour à peu près tout le monde? Ouais. Ok. Réponse à la question suivante. L'électrocardiogramme. C'est un ECG avec un rythme sinusal régulier à 75 par minute. Très bien. Dont on ne peut pas voir l'axe, avec un allongement homogène de l'espace PR, sans disparition des QRS derrière. Donc j'ai parlé d'un bloc atrioventriculaire du niveau 1. C'est une excellente réponse, j'espère que vous avez tous entendu. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui va à l'encontre du syndrome de Guillain-Barré chez ce patient? Alors, normalement, dans le Guillain-Barré, il y a juste une atteinte démyélinisante, donc du système nerveux. Enfin bon, il n'y a pas de paralysie faciale. Tu peux avoir une paralysie faciale dans un Guillain-Barré. Ah bon, d'accord, j'ai rien dit. Mais est-ce que tu peux imaginer un patient qui a un Guillain-Barré qui a une paralysie faciale sans atteinte motrice des membres? Non. En fait, ce qui t'oriente, c'est pas dans le Guillain-Barré, tu n'as pas d'atteinte faciale, mais tu peux avoir une atteinte faciale tardive, alors que là, l'atteinte faciale est précoce. Donc ça, c'est un premier élément, tout à fait. Ensuite. Là, la PL, il n'y a pas de dissociation albuminocytologique. Je veux même pas entendre que tu finisses ta phrase. C'est pas qu'il n'y a pas de dissociation albuminocytologique ici. C'est qu'il y a quelque chose en plus.
Pourquoi il n'y a pas de dissociation albuminocytologique? Parce qu'il y a une méningite. Donc au lieu de me dire qu'il n'a pas de dissociation albuminocytologique, dis-moi qu'il y a une méningite. Dans le Guillain-Barré, il n'y a juste pas de méningite. Il y a une hyperprétoïnorachie sans méningite. Ici, il y a une méningite. C'est ça que je veux entendre. OK? Ensuite. Ok, bon, il y a encore quelques petites choses, mais c'est effectivement les deux choses qui sont importantes que tu as soulignées. Donc, qu'est-ce qui ne va pas pour un Guillain-Barré ici? C'est le fébricule, déjà. On voit rarement des Guillain-Barré avec 38,5 de fièvre. L'importance des douleurs. Ça, le Guillain-Barré, il y a des troubles sensitifs subjectifs, certes, mais c'est plutôt des fourmillements. Et il n'y a pas des douleurs comme ça, type de rachialgie. D'accord? Ici, il n'y avait pas de caractère ascendant des troubles sensitifs subjectifs, alors que c'est ce qu'on rencontre habituellement dans le Guillain-Barré. On a, comme tu l'as dit, une diplégie faciale précoce, sans déficit moteur des membres. Et sur le plan biologique, il y a une méningite lymphocytaire qu'on ne s'attendrait pas à retrouver dans un Guillain-Barré. La voisine, qu'est-ce que tu suspectes? Une maladie de Lyme. Oui, une maladie de Lyme, en quelle phase? Secondaire. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? À cause du terrain. Oui, les gardes forestiers en Alsace, c'est une zone un petit peu d'endémie. Non, mais c'est vrai, hein, les gardes forestiers en Alsace font plus de maladies de Lyme que les autres. Et en Alsace, il y a beaucoup de maladies de Lyme, plus qu'en région parisienne, par exemple. Ouais. Vous allez me refaire un petit tour d'épidémiologie de la maladie de Lyme. Hein. Vas-y, ensuite. Le terrain, la clinique, les douleurs, les paresthésies. Au lieu de me dire la clinique, est-ce que tu pourrais me caractériser l'atteinte neurologique de ce patient? Tu vois, dans le Guillain-Barré, on dit que c'est une polyradiculonévrite. D'accord? Ici, on n'a pas vraiment, tu vois, le caractère atteinte distale, ascendante. Tu vois, on n'a pas vraiment le caractère, tu vois, névrite des petits troncs nerveux. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a une méningite et on a ces douleurs radiculaires importantes, donc une atteinte proximale du système nerveux périphérique associée à l'atteinte des paires crâniennes. Ça s'appelle une radiculite. Donc, c'est une méningo-radiculite que présente ce malade, qui est différent de la polyradiculonévrite du Guillain-Barré, parce qu'on n'a pas vraiment l'atteinte plus distale dans ce cas-là. OK? Donc, l'association d'une atteinte neurologique évocatrice, type méningo-radiculite, et de quoi? Et bien de la question d'avant, ou de juste encore avant, et de l'atteinte cardiaque, le BAV. D'accord? Donc on était effectivement devant une borréliose de Lyme. Vraiment, le caractère très très douloureux, c'est des patients, les gens qui ont une maladie de Lyme, ils ont vraiment ces douleurs. Il y en a qui, on les prend pour des fois des coliques néphrétiques, tellement ils ont mal, ils ont des douleurs, des rachialgies, des douleurs radiculaires qui peuvent mimer quelque chose de type colique néphrétique ou pyélonéphrite, enfin n'importe quoi. On les prend, on met du temps avant de découvrir qu'il s'agit de quelque chose de neurologique, parfois. Et la diplégie faciale, il faut absolument penser à la maladie de Lyme. Toute paralysie faciale bilatérale doit faire évoquer en premier lieu une maladie de Lyme. Ensuite, les examens à réaliser pour confirmer le diagnostic, je vais répondre à la question. C'est un sérodiagnostic de Lyme. Donc, pour vous dire dans le détail, on fait d'abord une technique ELISA et on le confirme par Western blot. Ça, on s'en fout. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça se fait dans le sang et dans le LCR. Et que quand on est en phase secondaire de Lyme, ce n'est pas juste on a un érythème chronique migrant. Il faut faire le diagnostic biologique. D'accord? Donc, vous étiez obligé de le faire. Donc, un sérodiagnostic de Lyme dans le sang et dans le LCR. On peut aussi faire par une technique spécialisée une recherche d'une synthèse intratécale d'immunoglobulines spécifiques en comparant le sérum et le LCR. Donc, sérodiagnostic par ELISA puis Western blot dans le sang et dans le LCR ou recherche d'une synthèse intratécale d'IgG spécifique. La prise en charge thérapeutique. Alors, déjà, on l'hospitalise, je pense en réanimation. Ouais. Voilà.
Neurologique, c'est mieux. Mais... En tous les cas, alors le BAV1, tu n'es pas forcément obligé de l'hospitaliser en réa, mais en tous les cas, dans une structure à proximité d'une réanimation. Voilà, donc pas dans un hôpital de campagne où il n'y a pas de réa, quoi. Ok. Donc ensuite, on fait une mise en condition, on lui met une voie veineuse périphérique, un repos au lit puisqu'il a des douleurs. Ensuite, traitement symptomatique. Antalgique, alors comme c'est des douleurs neurogènes, on va lui mettre plutôt des antidépresseurs tricycliques en première intention. En général, je te le dis juste, tu n'es pas censé le savoir, mais c'est souvent des douleurs vraiment paroxystiques, les douleurs du Lyme. Donc ce sera plus des antiépileptiques qu'on leur mettra que des antidépresseurs tricycliques, mais c'est très difficile à soigner, donc on peut même avoir recours chez eux aux morphiniques. Ouais. Donc on fera une surveillance de l'EVA et puis on adaptera. Ensuite, on fait traitement symptomatique de l'APF. Donc on va faire des mesures ophtalmiques. On lui mettra des collyres dans les yeux, de vitamine A et puis une occlusion de l'œil la nuit. Tout à fait. Au moins la nuit. En fait, les deux choses que tu viens de me dire, l'antalgie et les mesures de protection oculaire, c'était vraiment deux choses extrêmement importantes pour le malade. Et potentiellement 2-0 à la question, car malgré le traitement étiologique que tu vas me dire juste après, les douleurs peuvent persister pendant très longtemps. Ok. Ensuite, s'il a des troubles respiratoires, vu qu'on ne sait pas, on lui mettra une oxygénothérapie, plus ou moins une ventilation assistée si besoin. C'est pas vraiment le cas, mais tu peux le mettre. Ensuite, on va faire traitement étiologique. Donc déjà, on va enlever la tique s'il y en a, la rechercher en tout cas, ou les rechercher s'il y en a plusieurs. Alors comment on les enlève Alors en général, la maladie de Lyme en phase secondaire, on est vraiment à distance de la piqûre de tique. Donc là, il n'y a plus le tique est parti. Ok. Ensuite, donc on va mettre une antibiothérapie. Alors, je ne sais pas exactement, mais je crois qu'en première intention, on doit mettre de l'amoxicilline. Non, là, on est en phase secondaire, donc le traitement, ce sera de la ceftriaxone. Voilà. Je vous incite je ne vais pas vous faire un rappel parce qu'on n'a pas le temps du tout sur la prise en charge selon les phases de la maladie de Lyme, mais je vous incite vivement à revoir la conférence de consensus de 2007 sur la maladie de Lyme parce que c'est aussi une affection qui est multidisciplinaire. Vous voyez, on a de la neuro, du cœur, de la dermato, un peu tout, et de l'épidémio parce qu'on parle des gens de l'Alsace. Donc voilà, on dit tous bonjour aux gens d'Alsace à la télé, parce que je ne sais pas s'il y en a, mais voilà. Et voilà, donc la ceftriaxone, en fait, à la dose de 2 grammes par jour, pendant 21 à 28 jours. Et ensuite, on va faire une surveillance du traitement. J'ai oublié de dire qu'il fallait lui mettre un scope pour surveiller le BAV et demander un avis cardio, parce que je ne sais pas traiter dans ce cas-là. Normalement, c'est au stade de BAV, juste le traitement étiologique sera suffisant. Il faut juste le surveiller au moins par un ECG bicotidien ou par un scope, effectivement. Ensuite, il va falloir juste mettre en place rapidement le traitement étiologique. Mais il n'y a pas de mesure d'urgence, en tous les cas, sur le plan cardiologique à ce stade. D'accord ? C'était une très bonne réponse. Avis à ceux qui encore et encore m'auront oublié les mesures importantes en neurologie, de toutes les mesures préventives et les traitements antalgiques. Déborah. Alors, les complications à craindre. Alors, les douleurs résiduelles persistantes. Ouais. J'avais mis la kératite, des troubles de la conduction cardiaque, des séquelles neurologiques et le décès. Ouais, les séquelles neurologiques, c'est effectivement ces algies diffuses. Et sinon, il y a parfois des plaintes cognitives au décours. Ils appellent ça, je vous ai mis ça parce qu'ils en parlent dans la conférence de consensus. Ils appellent ça le syndrome post-Lyme, c'est-à-dire que les gens qui ont eu une maladie de Lyme reviennent souvent en consultation régulièrement, soit pour des algies mal systématisées, soit pour une asthénie persistante, soit pour des troubles cognitifs dont on ne connaît pas vraiment le mécanisme. C'est bien. Des questions ? Non, ça tombe bien parce qu'on n'a encore qu'un quart d'heure pour faire le dernier dossier.